Alors, on va prendre dans l'ordre, on va essayer d'aller assez vite, comme ça après on discutera d'autres sujets, puisque je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là sur les lives du lundi. Le crypto total qui est vraiment sur une ligne droite depuis un mois, ça ne bouge plus, 775 milliards. Donc pour l'instant, statu quo, on voit qu'on est quand même sur un endroit relativement critique, puisque si ça lâche, ça risque de lâcher de nouveau plutôt fort. Et pour autant, comme je le disais ce matin, j'ai quand même montré pas mal d'indicateurs, tant sur le point du mining que sur le point de ce qu'on peut voir entre deux cycles au niveau de la crypto tout court. On peut constater à cette occasion que on est historiquement, on va dire, au même endroit par rapport à la temporalité de chaque cycle que ce qu'on était précédemment au même endroit justement sur le cycle précédent. Donc c'est pas très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Donc globalement, à quoi pourrait-on s'attendre si toutefois on a ce suivi qui continue de se faire de la même façon pour ce qu'on avait fait au cycle de 2017-2018 et au cycle encore précédent? Il y a deux possibilités. Là, à court terme, c'est soit on arrive à tenir comme ça un peu cette ligne, ce fil rouge, mais j'ai quand même du mal à m'imaginer que le marché crypto, comme il nous a toujours habitués à vraiment nous faire mal sur la longueur quand on est en bear market, à ce que ça se termine comme ça sur une petite ligne droite, une tape dans la main et c'est bon, on repart. Donc on s'attend pour une majorité en tout cas à ce qu'il y ait une dernière petite tentative. Et la dernière petite tentative, quand on regarde directement au niveau du Bitcoin, elle nous tend les bras. Je pense que historiquement, c'est une zone qui est très intéressante en hebdo et en mensuel, autour de 13 800 $. 13 800, en gros, on arrondit à 14 000 quand on est à 16. C'est clairement pas déconnant, vous en conviendrez. Deuxième point de chute, si toutefois on va gratter un peu plus bas et qu'il y avait un énième cadavre qui vienne à sortir des placards, et en ce moment, le marché crypto n'est pas avare malheureusement de cadavres, on irait autour de 12 000 avec là aussi historiquement les fameux 11 500 qui en hebdomadaire est une zone complètement folle, je pense, en termes de support. Donc je ne vise toujours pas ni 9 000, ni 10 000, ni toute cette zone qui, d'un point de vue de volume profile, est énorme. 10 000, c'est le compte rond, le compte psychologique, la zone où la plupart disent des mois à l'avance, si Bitcoin va à 10 000, je paierai coûte que coûte, j'hypothèque la maison, je fais un crédit sur 8 générations. C'est en général ce qu'on a tendance à lire sur les réseaux sociaux. Inutile de vous dire que si on allait bel et bien à 10 000, personne ne serait en train d'acheter. Tout le monde serait plutôt en train de se ruer à la grande surface pour acheter des couches Pampers par paquet de 18. Donc, globalement, je préfère qu'on trouve un terme autour de 13 800, ce qui ferait sens. On peut même se payer voilà, le luxe d'aller un peu travailler en dessous et tout ça. Mais 10 000, ça fait quand même un bon delta de là où nous nous trouvons. Et prenez aussi en considération que si on va à 10 000 sur Bitcoin, c'est vos beaux vieux altcoins qui de nouveau perdront à minima 30 à 50% pour la majorité. Donc c'est pas quelque chose qui soit à court terme en tout cas super profitable à tout le monde. Pour autant, quand on parle de target baissière, on est aussi sur une certaine neutralité de marché depuis ce qui s'est déroulé là par rapport à FTX. Donc pourquoi envisager les 10 000 forcément quand on peut se stabiliser entre 14 et 16? Voilà, je préfère une fois de plus avoir un scénario qui est mesuré dans son approche. Si le marché vient à en décider autrement, si on a un gros problème de financement avec un stablecoin qui vient à sauter ou que sais-je, ou que demain Joe Biden dit aux États-Unis on veut plus entendre parler du Bitcoin, ça aura forcément d'autres implications. Tout le monde est d'accord sur ça. Jusqu'à ce que on ait justement un autre signe noir qui apparaisse, ce qui là aussi d'un point de vue des statistiques a quand même peu de chances désormais de se produire, hors des cadavres cachés de FTX, je suppose qu'on pourra poser notre bottom à peu près sereinement dans les zones qu'on vient d'évoquer, sans avoir à aller revisiter sans drame absolu les fameux 10 000 $. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez un petit avis là-dessus, les gars, par rapport à, on va dire, au déroulement du prix, mais surtout sans même avoir cette considération pure du prix par rapport à la psychologie et à la phase de marché qu'on traverse. Nous,
qui avons eu la chance déjà de traverser le cycle précédent? Vas-y Manu. Alors moi, je pense que tout est possible. Je sais pas. Alors, si on considère que la crypto, j'ai l'impression en tout cas que les nouvelles ne font même plus effet. Donc là, on a encore une faillite de BlockFi. On va en parler après, mais ça a priori était déjà pricé. Il y a un moment où ils étaient déjà morts cet été, de toute façon, BlockFi. Oui, ils étaient déjà. Ouais, mais ils étaient encore. Ils n'avaient pas rempli le chapitre 11 encore, tu vois. Donc, on pouvait encore y croire un petit peu, tu vois. Ils l'ont fait aujourd'hui. Mais le truc, c'est que, en fait, ouais, j'ai l'impression que peut-être qu'il n'y a plus de vendeurs. À un moment, peut-être qu'on arrive à un moment où il n'y a plus de vendeurs. Et c'est un peu comme le bull market. Hein. À un moment, on arrive, il n'y a plus d'acheteurs. En bear market, il y a un moment, on arrive, il n'y a plus de vendeurs. Donc c'est là où on va s'ennuyer le temps que les gens se remotivent pour se remettre à acheter avec ce qui peut leur rester comme sous. Donc déjà, il y a ça. Donc effectivement, je trouve que les indicateurs, ils sont plutôt en train de dire qu'on n'est pas loin du bottom. Après, est-ce que, comme tu disais, un bottom à 13 000, sachant qu'on a 16 000, enfin on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire, c'est du pareil au même. Donc au bout du compte, on va peut-être y arriver, on va peut-être pas y rester, on va peut-être y traîner un moment, etc. Les 10 000, en vrai, pourquoi pas non plus, hein, s'il y a mais il faut encore des vendeurs, quoi. Il faut encore des gens qui ont des bagues à lâcher. 10 000, ça paraît quand même assez costaud en fait en termes de target pur quand on regarde ce qu'on a déjà passé. Après, ça collerait avec les moins 85% passés si on va à 10 000. Le truc, c'est que récemment, ce qu'a déclenché FTX, c'est aussi un certain bank run. On n'a jamais eu autant de BTC withdraw des exchanges. Donc, qu'est-ce qui pourrait justifier désormais le fait que le prix aille à 10 000? C'est plutôt ça la question. Est-ce qu'on a, comme je te disais, un USDT qui finit par sauter? Ça c'est le nuque du marché crypto. En fait, dans les trucs qui pourraient... Alors ça, ça va être un des points de l'émission quand on aura fait l'analyse des marchés, mais on a eu le droit à la food sur absolument tout ces derniers temps. Donc le W, bon ça, on en parlera plus longtemps, mais c'était le plus drôle. D'ailleurs, c'était une blague qui a été prise au sérieux. Il y a même Bloomberg qui a fait un article dessus. C'est vous dire la qualité des journalistes. On oppose sur les journalistes. Les tweets étaient hyper sérieux. Non, mais les tweets étaient hyper sérieux que j'ai été voir. Ouais, bon. On t'entend plus, Manu. Ça a coupé. Je me suis réveillé, j'y ai presque cru, pour te dire. Ah, on m'entend plus? Je disais, j'y ai presque cru, parce que quand je suis allé voir, quand j'ai ouvert le crypto Twitter, j'ai fait « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et j'ai cliqué sur un lien Etherscan, et là, je suis tombé sur toutes les transactions où il y en a toutes les secondes et tout. J'ai fait « Bah non, qu'est-ce qui se passe en fait ?» Non, c'est wet, quoi. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que j'étais tombé dans le panneau, quoi. Je m'étais fait troll. Mais bon, voilà. Mais dans les trucs qu'on pourrait observer et on se dit, il y a plein de dangers, t'as Nexo par exemple. Nexo, on sait qu'ils sont en santé chelou et ils continuent d'offrir des rendements très élevés. Mais c'est vrai qu'on se demande où ils trouvent cet argent. Parce qu'ils continuent de proposer genre du 10% et on se dit, mais d'où vient cet argent? Sachant qu'ils n'ont pas la meilleure des réputations, Nexo, avec certaines affaires du passé, genre Zeus Capital, etc. Mais sinon, je vois pas trop. Hein. Les gros, ils sont déjà tombés maintenant. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'ils tombent dans ce qui reste? Non, ceux qui peuvent lâcher, c'est des gens qui auront acheté par exemple du Bitcoin à 18 000, 19 000, 20 000 et qui voient le marché baisser encore et qui se disent non, là je peux plus tenir ma position, c'est bon, je me casse. Et là, on a une deuxième capitulation, on va dire, de ceux qui sont rentrés encore un peu tôt dans ce bear market, quoi. Après, il y aura les believers qui diront, bon, de toute façon, même si je prends moins 5 ans. On a vu aussi la surcapitulation, du moins, elle est en train de s'accentuer ces derniers jours des mineurs. Parce que ça devient très, très dur de... En fait, ils sont ric-rac. Il y a quelques personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord à 1 000 $ près du prix critique un peu du Bitcoin en ce moment. Mais globalement, d'après les retours qu'on en a multisources, c'est entre 13 et 14, où vraiment là, ils sont en train de tirer la langue. Donc à 16, vous vous doutez bien qu'il y a déjà une bonne partie de l'industrie qui est exsangue et qui voilà, est en train de se faire saucer, y compris du côté des mineurs. Donc moi, je pense que ça fait longtemps qu'ils se font saucer et qu'ils mentent.
Ils mentent sur leur santé. Moi, je pense qu'ils sont sous l'eau depuis plus longtemps et d'ailleurs, les effets mineurs commencent et la difficulté sur Bitcoin va baisser pour la première fois depuis longtemps là. Je crois qu'ils attendent moins 11 ou moins 12% de difficulté. Alors, sur le protocole Bitcoin, toutes les 2 semaines, il y a un certain nombre de prologues, je crois que c'est 2048, si je ne dis pas de bêtises. La difficulté est réévaluée par rapport au hash rate. Et là, la difficulté ne fait qu'augmenter normalement. Alors, il y a toujours des petites périodes de baisse de temps en temps. Mais là, ça fait pour la première fois où ça baisse de manière assez significative, plus de 10%. C'est ce qui est prévu pour le prochain ajustement de difficulté. Donc, on sent qu'il y en a déjà qui ont commencé à débrancher là. Ouais, clairement. Donc c'est ce qui pourrait conduire, mais sans non plus avoir un sell-off complètement fou, à un peu ce marasme-là continue jusqu'à début 2023. C'est pour ça que, enfin, décembre, peu importe les mouvements qu'il pourrait y avoir en décembre, je considère pour moi que 2022, elle est derrière nous déjà. J'essaie de me projeter sur le premier trimestre 2023 et on risque d'avoir de la volatilité malgré tout hein, sur le mois de décembre. C'est pas le sens du propos. Mais voilà, je considère 2022 définitivement morte et enterrée, si je puis dire, parce que c'est un peu ce qui se sera passé pour le marché crypto pendant plus d'un an désormais. Et essayons d'avoir cette vision, j'allais dire espoir, mais c'est pas vraiment un espoir, d'avoir cette vision pour 2023 où peut-être on pourrait avoir effectivement quelque chose d'un peu moins farfelu par rapport à tout ce qu'on vient de traverser et un peu plus, on va dire, dans la bonne direction, et notamment les marchés US, comme on l'a vu, qui nous avaient offert un très beau rebond. Je vais d'ailleurs l'illustrer à l'écran. On est légèrement en recul aujourd'hui, mais on voit que ça a construit autour de la moyenne mobile 20. On n'est pas du tout dans la même configuration aussi dégradée pour le SP500 que ce que peut l'être Bitcoin ou voilà, le marché crypto. Moi, je pense que la macro, elle est vachement positive. Hein. C'est l'inflation comme prévu. Le pic, c'était il y a 4 mois maintenant. Donc, on est vraiment dans une reprise. L'Europe est à la traîne là-dessus avec notre meilleure amie Christine Lagarde qui dit que l'inflation finira par se calmer. Bon, bah, c'est sûr, hein, ça peut-être dans 150 quand tout le monde sera au chômage. Oui. Voilà. Quand ça vaudra plus rien, tu sais, il y a un support qui est très fort à 0 sur la valeur de l'euro. Mais au-delà de ça, quand on regarde les pays qui comptent et les économies qui comptent, donc le S500 et le dollar, on a vraiment un indice du dollar qui calme et qui sort de sa surchauffe et un SP500 qui rend des couleurs. Donc il y a pour moi un bon signe d'espoir macro. Donc à voir si ça porte ses fruits pendant l'année 2023. Puis on en discutait justement précédemment, même avant qu'il y ait le rebond là du SP500, en mode qu'on ne fait pas partie justement ce qu'on appelle vulgairement les doomistes, les annonceurs de fin du monde, un peu comme le mec dans Tintin là qui sonne son gong en disant la fin du monde, la fin du monde. Là, a priori, le marché US n'est toujours pas en train d'aller à zéro apparemment. Donc bon, bref, on va pas rentrer dans les considérations de concours de tub ou quoi, mais même le CAC 40 et tout ça, il nous a fait son propre rallye. On est à quelques embouchures d'aller presque visiter un point haut. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus aux gens pour ne pas être si pessimiste, parce que je veux bien qu'on soit pessimiste dans les moments où tout va mal, mais il faut aussi, en tant qu'investisseur, continuer en permanence à se projeter vers un avenir qui est plus radieux, parce que sinon on n'investit pas ou on ne fait que shorter les marchés si on est extrêmement négatif. Mais là aussi, dans les particuliers, je pense qu'il y a très très peu de monde qui fait son beurre entre guillemets en étant proactif à fond sur les shorts, sur la vente à découvert, de voir que les côtés vendeurs et tout ça. Enfin, de ce que j'ai pu observer en tout cas au niveau de la crypto et du peu que je fais les marchés traditionnels à côté, un peu comme ça par passion ou pour décompresser, puisqu'on a quand même un peu moins de volatilité en général que sur la crypto, c'est plutôt des gens qui sont en recherche d'achat, de points bas, de points d'entrée de DCA et tout ça. Il y a toujours une vision un peu plus optimiste. Et c'est vrai que quand on a affaire à ces fameux oiseaux de mauvais augure qui tout le temps sont en train de te claironner que le monde va s'effondrer autour de toi, c'est parfois difficile de continuer à tenir ce fil conducteur, ce fil rouge au long terme, d'autant plus dans un marché crypto
qui est soumis à la fois à cette hype lorsqu'il y a le bull run ou les phases haussières, et une dépression, mais qui est des plus intenses et des plus infâmes à vivre quand on est en phase de bear market. Et enfin, tous autant qu'on est, on ne dira pas le contraire. Il ne faut pas oublier que le grand public, il est souvent dans le déni et il rate souvent les trains. C'est-à-dire que je me souviens très bien quand on a commencé l'émission ensemble et qu'on commençait à dire que c'était le début du bull market. Les gens nous disaient mais n'importe quoi, le Bitcoin est à 6000, 7000, c'est pas le market, vous êtes complètement fous, de toute façon votre défi ça va jamais marcher, etc. Et vraiment pendant des mois, je sais pas si tu te souviens Manu ou CM, pendant des mois, les gens dans le chat nous disaient mais les gars, vous êtes complètement fous. Et en fait, les gens ont attendu que la moitié du bull market se passe pour dire ah ouais, en fait, on est en bull market quoi. Donc toute l'année 2019, ils sont passés à côté, et la moitié de l'année 2020, ils se sont réveillés peut-être après l'été 2020 quoi. Et donc ils ont loupé un x10 sur les marchés. Non, mais moi, je me souviens exactement d'une émission qui était genre en octobre ou en novembre 2020, et où tu as plus d'expérience que nous. Donc, au final, on était là, tu nous disais, je sens quelque chose que j'ai déjà ressenti précédemment. Alors, je ne peux pas vraiment me prononcer, mais je me rappelle que le dernier bull market, on se demandait si ça allait arriver, et c'est un peu le même sentiment. Et il s'est passé genre un mois et demi, et ça skyrocket juste derrière, donc c'était assez marrant. Et effectivement, pour ceux qui avaient commencé les achats en 2019 et 2020, au bout du compte, c'était le bon moment. Je pense que là aussi, effectivement, comme tu dis, on ne sait pas si on peut pas aller à 13 000, à 10 000, mais dans tous les cas, tout dépend de l'horizon de temps. C'est-à-dire que sur les 6 mois prochains, effectivement, peut-être qu'on peut se retrouver à 10 000, imaginons, c'est envisageable. Mais sur les 1 an et demi, 2 ans, en vrai, on sera sûrement plus haut. Donc, est-ce que le risk-reward, il vaut pas la peine ? Moi, je pense que la crypto est là pour rester, et je suis assez serein à ce niveau-là, que même si je prends une perte latente de même moins 40% sur quelque chose que j'achète maintenant, alors là, moins 40% sur les pertes déjà prises, on sent plus rien, hein. De toute façon, il y a un moment, on est anesthésié. Mais en tout cas, sur ce qu'on peut acheter maintenant, au final, c'est une perte qui peut se tenir quelques mois. Donc, au final, on risquerait un divisé par 2 pour espérer un x5, x10, x100, je ne sais pas. Enfin, les x100, je les ai pas là. Les prochains x100, je les ai pas en tête. Mais en fait, c'est ça, il faut raisonner en termes de risque-récompense. Et tout à l'heure, je voyais dans le chat qu'il y a des personnes qui font leur DCA à peu près, je suppose, depuis le même moment que j'ai lancé le mien, mi-mai, en public, à 30 000 $ sur Bitcoin. Et il y avait des personnes qui disaient moins 18, moins 20%. Et ça, clairement, moins 18, moins 20%, si jamais on arrive à trouver le point bas, comme on dit, entre 14 et 16 000, mais ça sera rattrapable en quelques semaines dès lors que le marché crypto repartira de façon frénétique. Je veux dire, 20% de drawdown quand tu fais un DCA après tout ce qu'on vient de se traverser. Personnellement, je suis plutôt pas mécontent, tu vois, de la contre-perf à court terme, entre guillemets, par rapport à si on avait juste hold par rapport au top ou des trucs comme ça. Ça me permet juste là de faire le focus par rapport à Ether, et je vais peut-être laisser la parole justement à Marc ou Emmanuel pour un peu faire le point sur ça. J'ai pas tout suivi. Il y avait un BINS par rapport au WETH apparemment, c'est depuis 24-48 heures. Donc je sais pas c'est si une vous blague, avez un mais point comme les gens font. En fait, ça c'est la bonne illustration des gens qui font pas leur devoir et qui sont un peu paniqués en bear market. Mais pour vous situer le wrap it, donc l'Ether enveloppé. Alors pourquoi on enveloppe de l'Ether? Tout simplement parce que l'Ether c'est l'actif natif d'Ethereum, c'est pas un token. Or, pour interagir avec des smart contracts, il faut un token. Et donc, si on veut de l'Ether dans des smart contracts, il faut le déposer dans un smart contract spécial de token qui s'appelle le WETH. Et en fait, ça transforme vos Ethers en un équivalent qui vaut 1 pour 1, qui s'appelle le WETH. Et ça, c'est simple. Et à chaque fois que vous utilisez un smart contract, à chaque fois que vous achetez quelque chose sur Uniswap, à chaque fois que vous utilisez Paraswap, OneInch, etc., eh ben, vous utilisez WETH, tout simplement parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez interagir avec un smart contract avec de l'Ether pour acheter quelque chose, pour vendre quelque chose, pour déposer, pour utiliser en collatéral, bref, pour faire quoi que ce soit sur Ethereum, qui n'est pas juste transférer des Ethers d'un point A à un point B, il faut du WETH.
Et en fait, ce contrat, c'est peut-être le contrat le plus utilisé de l'écosystème. C'est probablement le cas d'ailleurs. Et le plus audité de l'écosystème, et aussi l'un des plus simples de l'écosystème. Je crois que c'est 60 lignes de code au total, si je ne dis pas de bêtises, mais peut-être moins que ça. Et c'est bête, c'est simple et basique, c'est immutable. Il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas de clé privée qui traîne, etc. Et on peut toujours, quoi qu'il arrive, déposer des Ethers dans ce contrat, recevoir des WETH et envoyer des WETH dans ce contrat. Ça va les brûler et libérer des Ethers. Donc en fait, il y a zéro risque dans ce truc-là. Et c'est utilisé depuis à peu près la nuit des temps. Et pour rigoler, il y a quand même 2 micro-failles qui ont été trouvées dans le contrat il y a une semaine. Alors vraiment des failles mineures. Hein, oui, un Wei, c'est 10 puissance 18. Alors ça c'est pour dire que le Wei est over-collatéralisé par rapport à son actif sous-jacent de 1 Wei. Oui, bon. Mais je crois qu'il y a non, mais je crois qu'il y a vraiment, j'ai plus le tweet en tête, mais j'ai lu un article comme quoi un gars il s'est penché sur le contrat et il a trouvé un truc par rapport à la balance, etc. Je peux pas. Non, c'est Pantech qui faisait une blague un petit peu plus difficile à voir que les autres. Non, c'était pas lui. Mais je retrouverai le truc, je te dirai. Mais c'est pas assez précis ce que je dis, mais oui, effectivement, il n'y a pas de risque, quoi. Et en fait, c'était une réaction un peu à... en fait, tout le monde balance sur les réseaux sociaux. Si vous suivez pas trop la sphère du crypto Twitter, tant mieux pour vous d'ailleurs. C'est plus fatigant qu'autre chose. Mais en gros, on a eu le droit à tout. Hein. AV va mourir. Bon, a priori, on est toujours là. Ensuite, on a eu Curve va mourir. A priori, ils sont toujours là. Le WBTC va mourir. A priori, ils sont toujours là aussi. Le WET va mourir. Enfin, bref. Et aussi, ils nous ont dit que on ne pourra pas unstaker pendant Shanghai. Et Shanghai s'était déplacé à la fin de l'année 2023-2024. Alors que, en fait, ce qui est compliqué de notre point de vue, c'est que toutes ces informations-là, elles sont publiques. C'est pas comme si ça pouvait changer du jour au lendemain ou qu'il y avait une imprécision. Par exemple, sur le fait de la mise à jour Shanghai d'Ethereum, le All Core Dev, c'est un call qui est public, qui est retransmis, qui est sur Zoom, mais dont la retransmission est live streamée. Et en gros, ce qui s'est dit dans la toute dernière réunion, c'est que en fait, les withdraw et le unstaking, Get, ils sont 100% ready. Il y a deux, trois clients qui sont pas encore ready, mais tentative pour mars. Donc c'est mars 2023. Probablement, ils seront en retard. Donc avril-mai, c'est un truc qui est faisable. Et en fait, il n'y a pas de débat. C'est des choses, vous pouvez vous faire des recherches, regarder sur le GitHub de l'Ethereum Foundation et trouver les minutes de ce truc-là. Le WET, c'est pareil, c'est un smart contract. Toutes les informations sont là. Le WBTC BitGo fait Proof of Reserve avec Chainlink. Donc les gens qui vérifient se rendent compte qu'en fait, il y a plus de Bitcoin que de WBTC. C'est-à-dire que c'est au lieu d'être sous-collatéralisé, il est sur-collatéralisé à cet actif. Parce que Alameda, c'était un merchant. Et comme Alameda est en procédure de faillite, les toutes dernières demandes de minting de WBTC, elles n'ont pas été honorées parce qu'il y a une procédure judiciaire. BitGo est obligé d'attendre que le liquidateur repreneur se manifeste et pour pouvoir créer les WBTC, les donner, parce qu'ils ne vont pas les donner à SBF dans une situation pareille. Donc actuellement, il y a plus de Bitcoin que de WBTC. Et en fait, tous ces trucs-là sont vérifiables. Moi, ce que je vous dis là, vous n'avez pas besoin de me faire confiance particulièrement. On peut faire ses propres recherches, on peut faire ses devoirs et obtenir ses réponses. Et WET, c'est vraiment... Je pense qu'il y a une partie qui font de la vulgarisation, qui font de l'éducation, qui sont des membres de l'écosystème, qui en ont eu marre des comptes, parce que c'est vrai que ça devient une mode dans le crypto Twitter, de comptes de pseudo-influenceurs qui vont balancer les trucs les plus putaclic possibles pour essayer de faire peur aux gens et choper plein d'engagements, plein de likes, plein de followers. Et ça a un peu fatigué les gens qui sont un petit peu actifs dans l'écosystème. Et du coup, c'est pas un truc qui a été autiste, machin, et il n'y a pas eu de réunion en disant tiens, on va faire ça pour rigoler. C'est juste quelqu'un qui a balancé la blague. En fait, ouais, t'as un problème. Ça a été repris par d'autres parce que ça les a fait rire, et encore, et c'est allé jusqu'à Bloomberg qui fait un article qui cite les problèmes de WETH. Alors, Bloomberg, ils ont quand même fait le travail minimum journaliste de vérifier qu'en fait, il n'y avait pas de soucis dans l'article, mais après, journalisme moderne oblige, il y avait ce titre un peu putaclic.
qui est resté. Ouais. C'est ça. Mais au final, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a vraiment un FUD à tiroir où on essaye au bout du compte. Alors, je pense qu'il faut quand même comprendre que la manipulation de marché ne s'arrête jamais et que là où il y a de la manipulation de marché, il y a de la volatilité. Et là où il y a de la volatilité, il y a de l'argent à faire. Donc, je pense que le but ultime de tous ces FUD, c'est de créer de la volatilité. Ce qui marche moyennement bien, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne sais pas si tu as des bandes de Bollinger CM, mais je pense qu'en daily, ça ne doit pas être non plus folichon depuis quelques jours. Ça ne bouge pas des masses. Bah, surtout, ces Mais au gars-là, bout ils sont pas Ouais, voilà, rentables tu vois, sur, c'est sur ça. leurs actions. C'est-à-dire que si tu regardes les trucs là, le WHET, il n'a pas perdu de valeur, mais ça en même temps, c'est pas Non, possible. Le bah, WBTC, il a perdu 1%, mais ça, c'est pas non plus un truc, c'est de la mais ça volatilité ça normale. arrive, hein. Sur les exchanges, Oui, ça ils te arrive. mettent un spread. Non, mais ils te mettent un spread déjà sur les exchanges, toujours, quoi. Sur le BTC, WBTC, ils te mettent toujours 1% dans la tronche, hein, en vrai. Oui, c'est tout à fait normal, hein. C'est pas un truc qui est machin. Le AV, il n'a pas non plus perdu de tant que ça de sa valeur, mais je ne vais pas commenter pour des raisons légales. Le Curve, où il y avait un short qui était ouvert, il n'a jamais été aussi haut, je crois, enfin dans le bear Ouais. market. Donc en fait, qui propagent des fausses informations, je pense qu'ils ouvrent des shorts, et en fait, c'est exactement le contraire. Donc le marché, il y a un petit effet karma quand même sur ce genre d'acteur. Donc, au bout d'un moment, ça sert à rien, il faut arrêter, les amis, hein. Ouais. D'ailleurs, Mais, j'en profite, il y avait une personne qui demandait tout à l'heure par rapport à AV, justement, j'ai pas tout suivi là cet après-midi, il y avait quelques posts par rapport à un ajout ou un retrait de... C'était quoi? ça De FUD à faire, hein. deposit, de landing? Ah oui, mais ça, j'ai lu tout et n'importe quoi, et là encore, les amis, gouvernance.av.com, c'est pas secret, quoi. Toute l'information est publique. En gros, il y a toute une série d'IP. Donc, il y a eu de la dette excédentaire au début de la semaine. Parce qu'il y avait une position short assez énorme sur le CRV en début de semaine. Cette position a été liquidée à plus de 95%, même 98%, mais il restait 1,3 million de dettes excédentaires. Il faut savoir que même si on faisait rien, bien sûr, on va faire quelque chose, mais on ne faisait rien, l'intérêt généré par le protocole repayerait cette dette je crois, en 1 an, je crois, vu les intérêts qui sont générés par le protocole. Mais voilà, il y a eu une dette excédentaire parce que il y a eu un short très fort et beaucoup de volatilité. Et en fait, il y a beaucoup de risques, de paramètres de risque sur AV qui étaient liés à des moments de marché où la liquidité était plus importante que en ce moment au fin fond du paramètre. Là, si on voit les volumes sur cet actif-là que tu présentes, ils sont beaucoup, beaucoup plus bas qu'en 2020 ou 2021. Et c'est pareil pour tous les actifs. Et en fait, donc la première réaction, ça a été une réaction rapide de mise en pause des emprunts de ces actifs-là. Donc ça, c'était l'IP 121 qui est passé il y a un jour, hier. Ouais, c'est ça, hier. Ensuite, il y a 122 et 123, ça a bloqué Uniswap et Link. 124, ça a bloqué des tokens sur Polygon V2, qui est en fait une version qui a été remplacée par Polygon V3. Donc comme ça fait le ménage sur l'ancienne version. Et 125 qui arrive dans 2 jours, ça va réactiver certains tokens, comme le CRV par exemple, et tout un tas de tokens de la liste, mais cette fois on ne pourra plus les emprunter. Et donc en fait, en gros, AV a sur un ensemble de tokens interdit le short. Genre, on en a marre, c'est le bear market, c'est suffisamment bas. Si vous voulez les utiliser et parier à la hausse en empruntant des stablecoins avec, vous avez le droit. Mais là, pour des raisons de volatilité, de sécurité du marché, on n'a plus le droit de shorter ces tokens-là. Donc, au final, Ouais, parce que ça sinon, concrètement, c'était la porte ouverte à des acteurs malveillants, comme certains les ont cités là sur le chat, El Famoso Heisenberg ou je sais pas quoi, qui viennent juste pour essayer justement de finir de détruire les liquidités sur les protocoles, quoi, en gros.
En gros, comme les liquidités sont plus basses que dans le cycle de marché précédent, il y a certains acteurs. En fait, le truc, c'est que nos paramètres de risque, ils sont calibrés pour des acteurs intelligents, entre guillemets. Non, il faut que je m'exprime mieux. En gros, on n'avait pas paramétré le risque du protocole pour des qui seraient prêts à perdre beaucoup pour qu'on perde un peu. En fait, on n'avait pas imaginé que des gens seraient prêts à perdre plus de 10 millions de dollars pour nous faire perdre un petit peu d'argent. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas si... c'est une personne qui est connue, hein, c'est Abraham Eisenberg avait calculé à l'avance, où il pensait vraiment qu'il allait réussir à shorter le CRV et à faire tomber le CRV sous un certain prix. Mais en gros, il s'est fait un petit peu gifler par le marché et liquidé sur sa position. Il a une perte nette, selon nos calculs, entre 10 et 15 millions de dollars. Mais ça, c'est les scénarios optimistes pour lui. Et il s'en est pas vanté. Parce que la dernière fois qu'il a fait ça avec Mango, il a fait 120 millions, il a fini par rendre, je crois, la moitié et garder 50 millions, un truc dans le genre, ou 60 millions. Et là, au final, là, donc tout était on-chain à ce moment-là, donc on a pu suivre. Là, la différence, c'est que le CRV qu'il a emprunté sur AAV, il est allé le vendre sur des exchanges centralisés. Et en fait, on ne connaît pas les ordres qu'il avait mis. Sur les échanges centralisés, il a sorti de l'USDC, qu'il n'avait pas à la base, qu'il a déposé en collatéral sur AV pour emprunter plus de CRV pour revendre de l'USDC. Donc, a priori, l'USDC, il l'a plus, il s'est fait liquider. Donc, tout ça, ça a disparu. Et le CRV, il l'a plus puisqu'il l'a vendu. Donc, non, il nous l'a donné l'argent. Le scénario extrêmement optimiste, c'est qu'il a réussi à faire un long CRV pour se hedger, mais nous, sur nos analyses de marché, sur la finance centralisée, les coûts d'emprunt pour longuer le CRV à ce moment-là n'étaient pas particulièrement hauts, et surtout, ils n'étaient pas suffisamment hauts pour couvrir une position de plus de 65 millions de dollars de position. Donc, donc il n'a pas eu la position inverse. Ouais, et donc on estime de manière très optimiste, et vraiment en étant sympa avec lui, c'est qu'il a perdu au moins 10 millions de dollars, voire 15 millions. Le scénario pessimiste, c'est qu'il ne s'est pas hedgé du tout et que il a tout perdu en fait. Il s'est fait défoncer sur ce truc-là. Oui, parce que d'un autre côté, on ne l'a pas entendu fanfaronner comme la première fois où il avait réussi son coup, donc ça veut, à mon avis, dire pas mal. Et deuxièmement, moi, je pense qu'il y a des silences qui disent beaucoup. Oui. Ouais, c'est ça. Et je pense que son objectif premier, avant même de créer de la bad debt sur AAV et de tester un peu le système, parce que j'ai pas l'impression non plus que ce soit quelqu'un qui soit là pour la tech et que pour la tech, c'était surtout de liquider un des fondateurs de Curve, qui avait une grosse position en CRV, donc qui servait en collatéral CRV, et de cracher cette position pour encaisser sûrement un short qu'il avait sur exchange centralisé ou même sur AAV, pour repayer après sa dette en CRV. S'il fait tomber le CRV à 10 centimes, il rembourse tranquillement sa dette et là, il encaisse la différence. Il encaisse la différence et c'est joli, quoi. Moi, je pense que c'était son plan et que son plan lui a explosé au visage. Et franchement, ce personnage-là, qui déjà est public alors que c'est un acteur dont moi, sur la blockchain, c'est un utilisateur comme un autre. Après, essayer de manipuler un marché, c'est assez encadré et d'un point de vue légal, c'est un petit peu compliqué. Mais je n'irai pas sur ce terrain-là parce que ça ne m'intéresse pas. Nous, on est là pour parler de la finance décentralisée et puis on laissera le reste se dérouler tout seul. Mais clairement, quelqu'un qui est public et c'est quelqu'un qui fanfaronne. Et là, il ferme sa gueule, mais vénère, quoi. Ouais. On entend des criquets. Donc, je pense, les scénarios optimistes de chez nous, nos analystes, qui ne sont pas en train d'enfiler des perles, ils parlent de 10 à 15 millions de perles. Et ça me semble déjà gentil. Ouais, mais en tout cas, ça a permis deux choses. Ça a permis de voir que la résilience de la DeFi, parce que ça a encore très bien fonctionné, même s'il y a eu un petit peu de bad debt résiduelle, qui est dû au fait à la remontée, on est d'accord, c'est dû à la remontée assez rapide en fait du CRV et qui a rendu la liquidation pas intéressante au bout du compte. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est que les dernières liquidations n'étaient pas intéressantes à prendre pour les liquidateurs.
parce que le bonus de liquidation sur l'USDC n'était pas assez important pour les intéresser. Faut savoir qu'ils ont quand même fait passer 65 millions de dollars de CRV, donc une grosse partie du supply. Je crois que c'était 90 millions, c'est 90 millions de CRV. C'est un énorme volume. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est ultra efficace, les liquidations sur AV. Et sur les 90 millions, il y a 2,5 millions qui étaient restants, excédentaires. Donc on est bien sur 95% de la liquidation qui s'est passée de manière optimale et 5% qui restent. Et on parle de dette excédentaire plutôt que de mauvaise dette. Ça, c'est la nomenclature chez AV. En fait, une dette excédentaire, c'est une dette qui peut être couverte par la trésorerie de la DAO et la dette et le safety module. On parle de mauvaise dette quand elle ne peut plus être couverte. Là, à partir de ce moment-là, elle est mauvaise et du coup, il y a une dette irrécouvrable. Là, en aucun cas, c'est irrécouvrable. Il y a déjà des problèmes de la gouvernance et a priori, ça va passer dans les prochains jours. Donc, on parle de dette excédentaire dans ce cas-là. Et la deuxième chose au final, après la résilience de la DeFi, c'est que je lis dans le chat qu'il y en a qui trouvent que c'est un peu long pour quelque chose qu'on comprend pas. Mais en tout cas, tous ceux qui comprennent et qui ont compris ce qui se passait sur le moment ont pu choper le bottom générationnel, j'ai envie de dire, du CRV à 40 centimes et comprendre ce qu'il y avait derrière et reprendre toute la montée. Moi, je vous avoue, tous ceux qui me suivent, parce que je sais que sur des banques, j'ai pas mal de followers. Moi, j'ai acheté du CRV à 40 centimes. Je crois que je l'ai vendu à 65, 70. Ça fait un petit profit cette journée-là. C'était un trade facile pour le coup. Ouais, franchement, c'était vraiment un trade facile à prendre. J'ai pas fait de levier spot, tranquille sur Paraswap. Et voilà, car j'ai vu le CRV baisser, je me suis dit bon, il attaque AV, je vais parier sur le fait qu'il va pas réussir à casser AV. Et bizarrement, voilà, faut pas trop parier contre nous. J'ai pas mal gagné ma vie ce jour-là. Ouais, c'était pas mal, j'avoue. Et donc, ceux qui auront compris auront effectivement su choper cette opportunité. Et la dernière chose pour finir sur AAV, parce qu'on n'en finit pas du FUD à AAV. Donc, on a eu, comme on a dit, cette histoire du CRV. On a eu cette histoire des reparamétrages des tokens V2 et une V3 qui sera plus fonctionnelle. Et on a eu aussi ce matin un unstacking des stakes AAV de 80 000 AAV avec des gens qui ont dit ça y est, la team va nous dumper dessus, tous aux abris, sortez quoi. Les gars, vous connaissez mon adresse, donc au bout d'un moment, vous le savez si je vends des AV. Donc a priori ils sont toujours là. Moi je suis en toute transparence, c'est que j'ai des positions qui sont ouvertes sur AV. Le marché a perdu 20% quand on s'est pris la dernière tôle. J'aime bien avoir un facteur de collatéral un peu élevé. Mais du coup, j'ai unstacké des AV et je les ai withdraw pour les déposer sur AV. Donc généralement, si c'est un mouvement de panique, on les redépose pas dans le protocole. Tu vois, si on a peur que le protocole, généralement on les met ailleurs ou on les vend, mais on va pas les remettre sur le protocole pour avoir un petit peu plus de collatéralisation et être un petit peu plus tranquille. A priori, ce qui est bien sur la blockchain, c'est que tout est public, quoi. Ouais. C'est bizarrement les gens qui disent oh là là, la team elle retire tout et tout, ils mettent aucune transaction de vente. Peut-être que les transactions de vente elles existent pas aussi. Là c'était juste la transaction ce genre de mec. Tu vois ce genre de mec, si on vend, il te le partagerait. C'est vrai, c'est visible. Non, il a été large parce qu'il a pris le screenshot 4 jours avant la fin du cooldown. Donc Donc voilà. Il y a Witch qui dit qui a la clé privée de Marc. A priori, j'espère pas grand monde. A priori, Marc. Mais alors, il n'y a pas de conflit d'intérêt à avoir le token de sa boîte comme collatéral pour emprunter de l'argent. Ça dépend. Quand tu t'appelles SBF, un peu. Non, mais en fait, il y a le AV liquide quand même. Et, il n'a pas une collatéralisation genre à 80%. Je crois que le FTT, c'était 95%, si je dis pas de bêtises. Le AV, on est plus proche des 50-60, je crois. Je crois qu'il est descendu. Je crois qu'il est plus proche de 50 maintenant. Et surtout, c'est pas nous qui décidons, c'est la gouvernance. Je crois que c'est Gauntlet qui s'occupe de ça.
Donc, a priori... Donc pas mal de choses, et en tout cas au final ça a pu montrer que les DAO avec des gouvernances qui sont bien construites et bien éduquées réagissent assez vite et prennent les choses en main comme il se doit. Dans les news, bon, tu nous en parleras sûrement jeudi, mais il y a eu aussi le CRV-USD qui a sorti son white paper. On va pas trop s'attarder dessus, mais c'était pour dire. Et le FUD continue. Moi, j'attends les mineurs. Là, tu parlais des mineurs CM tout à l'heure en début d'émission. Moi, j'attends 2-3 faillites là de mineurs, un peu en gros titre, avant de me dire que ça y est, on touche le fond, quoi. Juste, je réponds à Django06. Pour les 1 million de dettes excédentaires, pour l'instant, la gouvernance table sur le fait qu'on va payer avec le DAO de trésorerie. Donc, en fait, si vous avez de l'AVST, a priori, vous n'allez pas du tout être slashé. Parce que la dette est tellement petite par rapport à la taille du protocole. Alors, je sais qu'1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. Hein. J'ai conscience que pour moi, c'est beaucoup d'argent, pour vous, c'est beaucoup d'argent, etc. Si c'est une paille pour vous, tant mieux pour vous, hein, je vous le souhaite, hein, bravo. Mais pour un protocole de la taille d'AV, c'est pas un truc énorme. Quand on parle de 0,0, enfin, ouais, c'est ça, 0,1% des emprunts. Ouais, et si c'était pris par rapport au safety module, on serait plus aux alentours de 0,5% de ce qui est déposé sur le safety module. Donc, ça correspondrait à peu près à 2-3 mois de yield, quoi. Quelque chose comme ça. Moins que ça. On est à 1 mois, là. Ouais, 1 mois de yield, c'est ça. Donc voilà. Bon, pas d'inquiétude. Ne soyez pas... mais ça ne veut pas dire que si vous êtes dans le safety module, ça va jamais vous arriver d'être slashé. Ça peut arriver. Tu vois, cette semaine, c'est une preuve que c'est pas impossible. Mais comme je l'ai souvent dit, mais là au moins il y a une preuve, c'est que généralement quand il y a des problèmes, c'est des problèmes qui sont limités. Il y a peu de chances que ce soit un problème à 10, 15, 20, 50 ou 100 millions. Ça peut arriver aussi, hein, mais la probabilité est assez faible. Et là, depuis le passage de toutes les nouvelles IP, la probabilité, elle est très très proche de 0. Ouais, donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on a comme news. Si, la news marrante de la semaine, moi j'ai trouvé c'était BitBoy Crypto qui s'est transformé en Élise Lucet. Ouais. Et qui est parti à la recherche de SBF, donc on pouvait suivre BitBoy sur le parking, BitBoy à travers la fenêtre de la voiture de SBF, BitBoy qui fait coucou au balcon, enfin à SBF peut-être sur son balcon, BitBoy qui est raccompagné par la sécurité, pour au final apprendre que personne aux Bahamas en fait n'avait porté plainte contre SBF, et c'était pour ça peut-être qu'il était tranquille dans son appart. Je pense que c'est des conneries, ça. Moi, je tiens à rappeler que on est sur de l'influenceur pas le plus intéressant. Je sais que certains se plaignent de nous alors qu'on passe une sponsor tous les 6 mois, mais BitBoy, c'est la version un peu industrielle de ça, et pendant le bull market, il a fait des trucs que les gens ont oublié relativement vite, je trouve. Donc, après, je suis pas sûr que la communauté française soit trop réceptive peut-être à ce genre d'émission. Je sais pas. Dites-nous si vous dans le chat, si vous suivez justement des chaînes comme BitBoy, mais dans l'absolu, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de pump and dump, et il nous a fait surtout une vidéo il y a 1 mois, un peu moins d'1 mois, une vidéo larme à l'œil, c'est récent, où il disait je suis désolé vraiment les gens, je suis vraiment désolé parce qu'en fait moi je voulais vous présenter des projets bien et tout, et en fait chaque fois que je passais une sponsor, en fait les CEO et tout, ils dumpaient tous les tokens sur vous, c'est vraiment des méchants et tout, ça va vraiment pas le modèle économique de la crypto, il faut vraiment faire quelque chose et tout, quoi. Donc, elle est assez épique, la vidéo d'ailleurs. Mais là, dans le chat, apparemment, il y a pas mal de personnes qui connaissent pas, tu vois. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas celui qui apparaît le plus sur YouTube en natif. Celui qui est le plus proposé aux francophones, je pense que c'est The Moon, Carl The Moon. Ouais. Des fois un peu MM Crypto, mais sinon, j'ai pas l'impression que la communauté francophone soit trop le cœur de cible de ce genre
youtubeurs un peu agressifs, on va dire, sur certains aspects. Parce que Ouais, moi, Carl The Moon, le peu que j'ai vu passer là ces temps-ci, je sais pas où il en est, mais des fois il fait une vidéo toutes les 2-3 heures de 3-4 minutes juste pour commenter en temps réel le mouvement en 1 heure quoi, de Bitcoin. Mais sur les 3 minutes de clip qu'il fait parfois jusqu'à 5 fois par jour, il n'oublie pas la petite minute pour dire prenez bien le Bybit, allez déposer tout ce que vous voulez, vous aurez 30 000 offerts, t'inquiète, ça va bien se passer. Enfin, ouais. c'est Mets du levier assez surtout. indécent, quoi. Et surtout, mets du levier. Ouais, bon. Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, moi je le trouve assez mal placé pour jouer les justiciers, mais bon, c'est de l'entertainment à l'américaine. Je suis pas sûr que ce soit du contenu de qualité, quoi. On peut parler d'autres. Non, dans le genre contenu de qualité, je vous renvoie, si vous voulez, à une vidéo de Cryptos qui est sortie, je sais pas, hier, avant-hier, sur le bear market et sur le bottom, que j'ai trouvé très intéressante, avec des analyses de graphes sur Glassnode. Toujours qualitatif, mes amis de chez Cryptost. Moi, je suis d'accord. Gabriel Haynes, dans le genre barré, c'est vachement plus drôle. Il a d'ailleurs fait un mini crowdfunding, parce que c'est pas quelqu'un qui a des fonds impressionnants, pour qu'on lui paye le voyage avec sa famille. Et il fait toujours des TikTok, et des petites vidéos, et c'est ultra barré, quoi. Il n'y a aucune limite. Il arrive au Bahamas, là. Hein. Mais ça se prend pas au sérieux. Ouais, il était dans l'avion, j'ai vu la vidéo dans l'avion. Ouais. Et ça se prend pas au sérieux. Il fait plus rire, tu vois. Ouais. C'est moins. Voilà quoi. Ouais, c'est plus what the fuck qu'autre chose. Il cherche pas à vendre grand chose dans l'absolu. Non, rien à foutre. Il est là pour faire rire les gens et passer un bon moment, quoi. Est-ce que. Après, je pense qu'on a fait un peu de tour. Ouais, on peut prendre une ou deux petites questions pour clôturer. Ce soir, c'est un petit peu. Calme. Et d'ailleurs, on fait le pic de comment on dit déjà, d'auditeurs, de viewers maintenant, 50 minutes plus tard, 950. C'est normal, il regardait le match. Plus dur du bear market. Ah, il y avait le match. Ah ouais, c'est vrai. Match. En plus, je suis en train de passer complètement à côté de cette Coupe du Monde, quoi. Putain. Moi, c'est la première Coupe du Monde de ma vie où j'en ai rien à foutre. C'est bizarre, hein. Bah, ouais, c'est la première fois de ma vie. Même moi qui suis pas du tout foot, généralement la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Je regarde le truc, je bois une bière avec les copains, on regarde les matchs. Là, j'en ai pas regardé un seul et j'en ai rien à faire. Peut-être que le fait que j'ai pareil pour vous. Peut-être que le fait que j'ai pas de télé m'aide pas à regarder la Coupe du Monde aussi, je viens de me dire. En fait, c'est peut-être ça. Je peux pas la mettre dans un coin, tu vois, qui tourne. Après, je pense ça se trouve sur Internet. Il y a plein de gens pour qui le foot, déjà, de base, ça n'a pas un intérêt monumental. Donc, ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu un grand intérêt pour le foot et tout ça. Donc, je regarde d'un œil quand, effectivement, il y a la France ou quoi. Mais sinon, sans plus. Enfin, bref. Je pense que c'est une question de passion aussi ou de centre d'intérêt, quoi, tout court. Pour moi, ça n'a aucun sens déjà de le faire l'hiver. Enfin, on est en plein dans les courses de Noël et c'est la Coupe du Monde. C'est très étrange pour moi. Je sais pas. Peut-être que je suis un mec. Ouais, non, mais c'est pas ça. Après, franchement, j'ai quand même vu 2-3 matchs, hein, on va pas dire, et j'ai trouvé les matchs de qualité. J'ai trouvé le but de la bite de Mbappé particulièrement saillant. Je suis même pas au courant. Je sais même pas de quoi tu parles, donc c'est te dire. T'es sûr que t'étais bien sur TF1 et pas sur ton onglet JM Bah, moi, j'ai cru que c'était Marc Mbappé, tu vois, mais en fait, non. C'était un vrai but. Ceux qui l'ont vu, ils le voient. Ouais, de la cuisse, c'est vite dit. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé je crois que Manu, tu voulais en parler de MetaMask IP. Du RPC de MetaMask, ouais, effectivement. Alors oui, il y a eu une petite alerte RPC MetaMask. Alors, est-ce que ça participe aussi au FUD d'une certaine façon, un peu, mais effectivement. Oui et non, quoi. C'est-à-dire que ça permet quand même de FUD, ça permet aussi de dire à tout le monde, on va le redire ici, mais n'utilisez pas MetaMask, c'est quand même
outdated, complètement périmé depuis quand même pas mal de temps, même si je sais que c'est dur de changer les habitudes. Moi, je vous conseillerais plutôt d'utiliser Rabi pour la vie de tous les jours et MetaMask pour Ouais, mais c'est pareil. des testnets, tu vois. Alors Ah là, oui, je vais c'est une être, Fura aussi, tu veux dire? ouais, je vais être plus dur. Les Ouais. gars, MetaMask, c'est pas le problème, même si je suis pas fan et ça fait longtemps Non, que je c'est vous pas ai MetaMask. cassé. Le problème, c'est que Consensus, l'entreprise qui fait MetaMask, c'est aussi l'entreprise. Et Infura, c'est le numéro un des gestionnaires de nœuds complets Ethereum as a service. Et en fait, que vous ayez MetaMask, que vous ayez Frame, Rabi probablement c'est la même chose. Alors, en fait, vous allez passer par Infura et du coup, Infura va collecter vos informations. En fait, c'est toujours le même truc. Hein. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et la blockchain ne va pas forcément changer ça. Ce que la blockchain va changer, c'est que pour la première fois, vous avez le choix. Mais pour avoir le choix, il faut faire cette fois. Et en fait, si vous utilisez l'option de base, que ce soit sur MetaMask, sur Frame, Rabi, vous n'avez pas le choix de changer. Donc ça, c'est vraiment un côté moins cool chez Rabi, même si il a plein de qualités. Il faut changer le RPC. Le RPC, on vous l'a montré 100 000 fois. Il faut aller sur chainlist.org. Vous avez toute une liste de RPC publics qui ne sont pas une Fura sur lequel vous pouvez taper. Vous pouvez avoir votre propre nœud avec Dapnode. Vous pouvez avoir Alchemy. J'avais publié un guide sur Twitter pour se créer un compte gratuit sur Alchemy pour pouvoir se brancher et brancher son MetaMask ou son Frame dessus. A priori, vous avez des ressources. Le seul problème, c'est votre flemme. Hein. Donc, au bout d'un moment, soit vous vous en foutez que ça collecte vos IP et potentiellement vos adresses de wallet, soit ça vous embête. Mais si ça vous embête, vous n'avez pas d'excuses, vous avez plein de ressources, sortez-vous les doigts du cul. Après, fondamentalement, je suis tenté de dire rien de nouveau sous le soleil. De toute manière, nos IP, elles sont collectées un peu partout. Nos fournisseurs d'accès ont l'obligation de stocker à peu près tout ce qu'on fait. Donc, bon, à partir d'un moment. Oui. Après, il y a différentes choses. Le mieux, c'est d'avoir son propre nœud, mais en même temps, c'est difficile de dire à tout le monde de faire tourner son propre truc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le choix entre différents acteurs. Je vois dans le chat, il y en a qui parlent d'Anker. Anker, c'est très bien. Il y a Pocket Network, qui est très bien aussi. Enfin, il existe différents trucs. Vous avez le droit d'utiliser les VPN au-dessus, si ça vous amuse. Vous avez en vrai, c'est pas compliqué. Et la configuration, c'est 1 minute. Genre littéralement 1 minute. Donc, soit vous en foutez, comme 90% des gens, et du coup, c'est pas un sujet. Soit vous vous en foutez pas, et 1 minute de travail et 30 secondes de lecture. Donc, c'est pas un sujet non plus pour moi. Quoi. Après, je trouve que c'est bien pour tous nos viewers là, d'au moins le tester. Après, ils gardent ou pas, mais au moins ça leur fait faire aussi un peu leur travail et puis savoir comment on le change si à un moment il y a vraiment une crise ou quelque chose comme ça et savoir de quoi on parle. Je trouve que c'est, comme tu dis, c'est quelque chose d'assez rapide à faire, au moins localiser où est-ce qu'on change ça et comment on le fait. On est dans la crypto aussi, c'est aussi pour à l'heure actuelle, on met quand même pas mal les mains dans le cambouis, c'est aussi bien aussi de le maîtriser un petit peu. Allez, je partage mon écran, mais je l'ai déjà fait avec vous, les amis. Ça, hein. Franchement, vous me faites chier. Hein. Je vous aime bien quand même. Hein. C'est parce que c'est la communauté. Hein. Et on ne serait pas payé pour ça. Hein. Donc en gros, chainlist.org, ça vous donne déjà toutes les chaînes. Ça, c'est une ressource, si vous ne l'avez pas. C'est dans vos favoris directs, hein, chainlist au singulier.org. Vous pouvez aller les trouver et vérifier sur Twitter les vrais. Vous allez sur Ethereum et là, vous allez trouver plein de réseaux publics qui ne sont pas Infura. Donc, vous avez Flashbot, vous avez Secure RPC. S'ils sont sur Chainlist, c'est qu'ils sont safe. Donc, on va dire que je vais utiliser Anker parce que pourquoi pas. Donc, je copie ça. Donc, c'est une adresse. Hein. Je vais dans mon Frame. Moi, j'utilise Frame. Si vous utilisez MetaMask, tant pis pour vous. Mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Là, vous voyez, je vais essayer de reconnecter à Infura. Infura, finalement, on n'aime pas. On les dégage. Donc, on peut se mettre dans le secondary. Ça, c'est mon propre nœud. Mais on va mettre un autre custom. Donc, on clique, on fait CTRL-V, puisqu'on a fait CTRL-C. Et hop, c'est parti, on est connecté. Voilà. Ça m'a pris combien de temps à peu près? 10 secondes? Ouais, à peu près. Voilà, je viens de virer à Infura.
Oh là là, quel travail difficile. Donc, Par contre- ça m'a pris moins de temps que de me plaindre sur Twitter et de faire du virtus signaling. Non là là, il fuira, c'est des méchants. Donc, désolé si je suis de mauvaise humeur, mais les gens qui font du keyboard wire sur Twitter pour un truc qui prend 10 secondes à changer s'ils sont pas contents. Bref. Par Oui, contre, effectivement. tu nous confirmes que si on change sur autre chose que le mainnet, il n'y a pas de souci en changeant de RPC. Non, Faut pas prendre un RPC. S'ils sont sur c'est rare, Chainlist, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était encore un FUD qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc on n'arrête pas un FUD qui court, quoi. Mais vous inquiétez pas, vous commencez à être habitués. Et je regardais sur Rabi, j'ai essayé de trouver sur leur Gitcoin, sur leur GitHub le RPC, mais j'ai pas trouvé. Non, Rabi, je crois que ça passe par un truc un peu centralisé. Donc, Rabi, c'est très très bien pour les gens qui débutent. Ça a plein d'avantages. Moi, je continue de l'utiliser parce qu'il y a des trucs qui me plaisent dedans. Mais au niveau optimisation, au niveau vie privée, c'est pas ouf. Ils ont une vision des choses qui est pas incroyable, quoi. Donc, c'est comme ça. Yes, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Il n'y avait pas d'autres questions spécifiques ou quoi dans le chat, donc ça nous fait une petite émission d'1 heure tranquillou bilou. On va clôturer là-dessus, je pense, avec un petit raid du côté de Captain Trading pour ceux qui veulent une vision un peu plus ciblée sur justement l'analyse technique et peut-être parfois il parle aussi un peu des maps de liquidité et des options. C'est du contenu qui est super intéressant. On vous souhaite une excellente soirée. Merci Marc, Manu et Antoine d'avoir participé. Et on vous dit à demain normalement du côté de YouTube et à la prochaine, lundi prochain, pour Twitch où on aura peut-être un invité surprise, un CEO, co-founder d'un gros projet dont on a parlé souvent sur la chaîne. Mais là, voilà, ça nous permettra de pas forcément focus sur un projet, mais sur une vision de marché, de parler de ce qui vient de se passer et des prochaines années et de comment l'industrie, là aussi, pourrait se renouveler et se développer. Très bonne soirée à tous. Merci à tous d'avoir été là et passez une très bonne soirée. Salut. Merci. Ciao.